Papa, qu'est-ce qu'on a fait de mal? L'innocente question d'une enfant tremblante, poussée dehors par sa belle-mère qui la considérait comme contagieuse. Le soldat se figea. Il avait cru être enfin rentré chez lui, mais se retrouvait sur un autre champ de bataille, celui que l'on nomme la famille. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Sors. Tu es dégoûtante. La porte d'entrée s'ouvrit violemment et Anna, 10 ans, trébucha sur le porche, comme poussée par une main invisible. Juste derrière elle se tenait Laura, son beau visage durci par le dégoût. « Maman Laura, j'ai froid », murmura Anna, ses petites épaules se recroquevillant sur elle-même. « Ça m'est égal. Ne laisse pas mes invités te voir comme ça », siffla Laura, sa voix basse mais tranchante d'autorité. Elle commença à claquer la porte. À cet instant précis, une voix profonde, lasse mais ferme, s'éleva du portail, « Laura ». Toutes les deux se retournèrent. David était là, dans son uniforme militaire usé, un lourd sac de sport sur le dos. Son visage portait la fatigue d'un long voyage, mais la joie des retrouvailles qui brillait dans ses yeux se figea instantanément à la vue de la scène. La joie s'éteignit, remplacée par une terreur froide et perplexe. Laura cligna des yeux. La cruauté sur son visage disparut en un instant, remplacée par un sourire forcé, presque incroyable. « David, tu es rentré. Je lui ai juste dit de sortir prendre un peu l'air, c'est tout. » David ne répondit pas à sa femme. Ses yeux restaient fixés sur sa fille. Anna portait une robe fine, ses bras et ses jambes étaient souillés de terre, sur la peau de son bras, il y avait des plaques de plaies enflammées. Elle tremblait, et il savait que ce n'était pas seulement à cause du froid de la pluie qui s'annonçait. « Prendre l'air », répéta David, sa voix ferme d'une manière plus effrayante que la colère. Il s'avança rapidement vers le porche. Dehors, alors qu'un orage est sur le point d'éclater, le sac à dos militaire heurta le sol en ciment avec un bruit sourd. David s'en moquait. Il posa un genou à terre, à hauteur des yeux de sa fille. Doucement, il écarta les mèches de cheveux collées par la sueur de son front. Anna, sa voix s'adoucit, portant une douleur pour laquelle il n'avait pas encore trouvé les mots. « Raconte-moi ce qui s'est passé. » Anna serra les lèvres, des larmes coulant sur ses joues. Elle secoua la tête, incapable de le regarder dans les yeux, son regard effrayé se tournant vers sa mère, figée sur le seuil. « Maman ne voulait pas que j'entre dans la maison », sanglota-t-elle, sa voix se brisant. Une inspiration brusque. David se releva. La tendresse avait disparu, remplacée par le calme qui précède l'orage. Il se tourna vers Laura, et pour la première fois depuis des années, elle vit dans les yeux de son mari un homme qu'elle ne reconnaissait plus. « Qu'est-ce que tu as fait à notre fille, bon sang ?» « Je ne faisais que protéger tout le monde, » rétorqua Laura, sa façade commençant à se fissurer. « Elle est malade. Elle va infecter tous les invités, même Evan. Tu ne comprends pas ?» À l'intérieur de la maison, la musique et les bavardages commencèrent à s'estomper. Quelques invités curieux avaient commencé à remarquer la dispute sur le pas de la porte. Réalisant que les choses lui échappaient, Laura paniqua. Elle devait mettre fin à cela rapidement. « C'est une affaire de famille, nous parlerons à l'intérieur. » Elle tendit la main pour tirer David. Il recula, sa main agrippant l'épaule de sa fille, la protégeant de son corps. « Non. Je veux l'entendre, ici même. » Voyant qu'elle ne pouvait pas le faire changer d'avis, Laura craqua. « Très bien, fais comme tu veux, » aboya-t-elle en se retournant pour claquer la porte, enfermant le père et la fille dehors avec leurs problèmes. Mais la main de David jaillit, arrêtant la porte juste avant qu'elle ne se ferme. Le bois claqua contre la chair avec un bruit sec, mais il ne broncha pas. La porte s'ouvrit à nouveau. De l'autre côté de la rue, Madame Martha, qui arrosait ses plantes, se tenait maintenant figée, observant la confrontation atteindre son paroxysme. Elle sortit discrètement son téléphone, l'écran s'illumina. David poussa la porte en grand, exposant toute la scène aux invités stupéfaits à l'intérieur. Il ne les regarda pas. Ses yeux étaient comme deux lames fixées droit sur Laura. « Écoute-moi bien, » dit-il, chaque mot tranchant à travers ses dents serrées. « Ne pose plus jamais la main sur mon enfant. Si vous étiez David dans cette situation, agiriez-vous de la même manière que lui ?» L'air dans le salon devint lourd et pesant. Les invités, qui n'étaient plus d'humeur à faire la fête, échangèrent des regards mal à l'aise avant de trouver discrètement des excuses pour partir. La fureur initiale de David s'était apaisée, remplacée par un calme froid et délibéré. Il n'allait pas perdre de temps en accusations inutiles, il avait besoin de la vérité. « Anna, tu as dit que tu n'avais pas le droit d'entrer dans la maison, »
dit David, sa voix de nouveau stable, mais cette stabilité était plus effrayante que n'importe quel cri. Alors, où dormais-tu ? Anna tremblait, se blottissant plus profondément dans les bras de son père. Elle ne répondit pas, hochant seulement légèrement la tête en direction de la porte arrière. L'arrière-cour, insista David, et Anna acquiesça. Son regard balaya Laura et Madame Selena, pour finalement se poser sur Evan, le garçon de 12 ans qui se cachait derrière sa mère. « Montre-moi », ordonna David. « Qu'est-ce que tu fais » rétorqua Laura, forçant sa voix à paraître raisonnable. C'était juste un endroit temporaire pour elle. Le médecin a dit que cette maladie est dangereusement contagieuse. Elle devait être complètement isolée pour la sécurité d'Evan. « Alors montre-moi ce soi-disant lieu de quarantaine », répliqua David, ne laissant aucune place au compromis. Tenant Anna dans ses bras, il se dirigea vers la porte arrière. Laura et Madame Selena n'eurent d'autre choix que de suivre. L'arrière-cour était humide et boueuse, une légère bruine avait commencé à tomber. Au fond se trouvait une vieille étable au toit de tôle rouillée, sa porte solidement fermée par un cadenas massif. L'odeur de moisie et de déjections animales leur sauta au visage. David s'arrêta net. « Où est la clé, Laura ? » « Je te l'ai déjà dit, ce n'était qu'une mesure temporaire, » protesta Laura, mais la panique dans ses yeux trahissait tout. « Ne m'oblige pas à la forcer, » avertit David. Madame Selena, incapable d'en supporter davantage, se tourna vers sa fille. « Laura, donne-lui la clé. Il faut que tout cela soit éclairci. » Avec un regard incendiaire vers sa propre mère, Laura sortit à contre-cœur une clé et l'enfonça dans la serrure. Un déclic sec résonna dans l'air humide. La porte en bois s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur, il n'y avait rien d'autre qu'un antre pitoyable, une couverture sale et déchirée, une bassine en aluminium cabossée remplie d'eau trouble, et quelques plaquettes de médicaments bon marché contre la gale. Tout puait la misère et le désespoir le plus total. David posa doucement Anna. Il ne dit rien, sortit simplement son téléphone, passa en mode appareil photo et commença à prendre des photos. Chaque déclic sec de l'obturateur déchirait le silence. Il se tourna vers sa fille, sa voix douce. « Y a-t-il autre chose, ma chérie ?» Anna hésita, puis montra un coin sombre où plusieurs planches de bois pourries étaient empilées. Là-dessous. David s'avança et souleva les planches. En dessous se trouvait un petit carnet à la couverture effilochée et jaunie par le temps. Il l'ouvrit et son cœur se serra comme si quelqu'un l'avait broyé dans son poing. À l'intérieur se trouvaient des gribouillages enfantins et désordonnés, consignant des tâches quotidiennes, lundi, nettoyer l'enclos des vaches. Mardi, faire la vaisselle pour toute la famille. Éparpillés parmi les notes, il y avait des dessins, un grand soldat au sourire doux. Et sur la toute dernière page, un dessin se détachait, plus grand que tous les autres. Ce même soldat, les bras tendus, et une petite fille courant vers lui. En dessous étaient écrits les mots « Papa rentre bientôt à la maison ». Le carnet glissa des mains de David. Il dut s'appuyer contre le mur de la grange pour se stabiliser. Ce n'était pas seulement la preuve de mauvais traitements physiques, c'était la preuve de l'âme d'une enfant torturée, s'accrochant désespérément à son seul espoir. « Evan » appela David, la voix rauque. « De quoi s'agit-il » Evan sursauta. Il jeta un coup d'œil à sa mère, les yeux remplis de peur mais aussi de confiance. Il balbutia, répétant l'avertissement que sa mère lui avait inculqué jour après jour. « Maman a dit que si Anna restait dans la maison, je tomberais encore plus malade. Je ne veux pas être malade. » Cette réponse ne mit pas David en colère. Elle ne fit qu'approfondir sa douleur. Il réalisa qu'Evan n'était qu'une autre victime, un enfant empoisonné par l'égoïsme de sa propre mère. La douleur se durcit rapidement en une résolution de fer. Il prit Anna dans ses bras et se retourna pour sortir de cette cage immonde. « Où vas-tu » hurla Laura, essayant de lui barrer la route. « Tu ne peux pas l'emmener. »« J'emmène ma fille à l'hôpital » dit David, sa voix froide comme la glace. « Et après ça, j'appelle mon avocat. » Il passa devant elle sans un regard en arrière. Le vieux pick-up de David filait à travers l'averse, laissant derrière lui une maison aux fractures trop profondes pour être réparée. Dans la cabine, le chauffage était au maximum. David avait enlevé son manteau militaire et l'avait soigneusement enroulé autour d'Anna, blottie sur le siège passager. Elle restait silencieuse, ne levant que de temps en temps sa petite main pour gratter, presque inconsciemment, les vilaines plaies rouges sur sa peau. Chacun de ces petits mouvements était comme une aiguille perforant la conscience de David. Il ne retourna pas à la base. Il savait exactement où il devait aller.
L'hôpital militaire était le seul endroit en qui il pouvait avoir confiance en ce moment, un lieu de discipline, de vérité, et de gens qui ne laisseraient pas les émotions ou les mensonges obscurcir leur jugement. La clinique des urgences était lumineuse et impeccable, imprégnée de l'odeur âcre et légère d'antiseptique, un contraste si frappant avec l'endroit humide et sale qu'il venait de fuir. Un médecin militaire dont le badge indiquait Hélène Ramsay les reçut. Elle se tenait avec un calme imperturbable, ses yeux vifs ne manquant aucun détail, l'uniforme trempé de David, l'attention gravée sur son visage et l'enfant frêle et effrayé dans ses bras. Sans un mot de jugement, le docteur Hélène guida doucement Anna dans la salle d'examen. David s'assit à l'extérieur, les mains étroitement jointes. À travers la porte fermée, il captait des fragments, le murmure apaisant de la voix du médecin, le bruissement des vêtements qu'on enlevait, de temps en temps, le sanglot étouffé d'Anna alors qu'elle parlait de quelque chose. Chaque son qui filtrait à travers la barrière lui tordait les entrailles. Où était-il quand sa petite fille avait dû endurer tout cela? Un instant plus tard, le docteur Hélène sortit, le visage grave. La fillette a un cas sévère de gale. Elle est mal nourrie et présente des signes de déshydratation, dit-elle sans détour, sans adoucir ses mots. Cela n'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est le résultat d'une négligence sur le long terme. J'ai documenté et photographié les blessures. Selon la loi, sergent, je suis tenu de signaler ce cas au service de protection de l'enfance. David hocha la tête, préparé à cela. Merci, docteur. Faites ce qui doit être fait. Il s'approcha de la fenêtre, regardant les rideaux de pluie. Un bref instant, il se demanda s'il y avait une autre solution. Peut-être que tout cela n'était qu'une terrible erreur? Peut-être que Laura avait paniqué, pris des décisions imprudentes. Il se souvint de la femme qu'il avait épousée, celle qui souriait autrefois et promettait d'aimer Anna comme sa propre fille. La famille qu'il avait travaillé si dur à construire était-elle vraiment tombée en ruine au-delà de toute réparation? L'idée d'appeler un avocat, de déclencher une guerre juridique contre sa propre femme, le révulsait. C'était une ligne qu'une fois franchie, il n'y aurait plus de retour en arrière. C'est alors que son téléphone vibra. C'était Laura. Il hésita une seconde avant de répondre, le mettant sur haut-parleur pour que le docteur Hélène puisse entendre. De l'autre côté, ce n'étaient pas des cris, mais des sanglots soigneusement mesurés. « David, où es-tu? Pourquoi l'as-tu emmené comme ça? Tu lui as fait peur ?» La voix de Laura tremblait, puis changea rapidement pour quelque chose de plus calculé. « Tu sais, après chaque déploiement, tu es instable, ton état mental. Je m'inquiète pour la sécurité de notre enfant. » David serra plus fort le téléphone, ses yeux s'assombrissant. Il se souvint soudainement comment, le matin même, leur voisine Martha avait demandé à Laura « Pourquoi ai-je vu la petite Anna dans le jardin hier, l'air si pâle? Que se passe-t-il, Laura ?» Et Laura avait bafouillé, esquivant la question. De toute évidence, pour détourner les soupçons qui se propageaient autour d'elle, elle s'était empressée de fabriquer une excuse sur le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, un bouclier à la fois rusé et cruel qui le dépeignait comme l'instable aux yeux de tous. David ne dit rien. Il serra seulement sa prise sur le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les mots de Laura étaient comme un poison, une calomnie visant non seulement lui, mais aussi l'honneur d'un soldat, tordant son sacrifice en une sorte de pathologie douteuse. Il baissa les yeux sur l'uniforme qu'il portait, autrefois symbole de discipline et de protection, maintenant déformé par sa propre femme en une marque de danger. Le docteur Hélène lui jeta un regard, ses yeux pétillants de sympathie bien que son comportement restât professionnel. Il raccrocha froidement, sans explication. Il savait que la bataille s'était déplacée sur un autre front. Se tournant vers le docteur Hélène, la voix de David s'abaissa. « Puis-je utiliser votre téléphone? Je dois appeler mon avocat. » Le docteur Hélène hocha la tête, lui tendant le téléphone de bureau. Puis, comme se souvenant de quelque chose, elle ajouta « Sergent, je connais un avocat spécialisé dans les affaires familiales. Il a aidé dans plusieurs situations où les services de protection de l'enfance étaient impliqués. Je pense que vous devriez lui parler. Il s'appelle Parker. » David la regarda, l'attention toujours gravée dans ses yeux, mais maintenant adoucie par une trace de confiance. « Merci, docteur. S'il vous plaît, donnez-moi son numéro. » Il composa le numéro, sa voix stable, presque comme s'il livrait un rapport de mission, bien que chaque mot portât le poids de la résolution. De l'autre côté, Parker écouta sans interruption, n'intervenant que de temps en temps avec un bref accusé de réception. Finalement, sa voix ferme se fit entendre. « Gardez tout, David. Les dossiers médicaux, les photos, et surtout ce carnet.
Les services de protection de l'enfance vous contacteront dans les 24 à 48 heures. À partir de maintenant, ne parlez plus directement à Laura. Toute communication passe par moi. Quand David raccrocha, une infirmière vint lui dire qu'Anna avait été soignée et se reposait. La pièce retomba dans le silence. Assis là, dans l'air stérile de l'hôpital, David sentit tout le poids de ce qui l'attendait. Il avait remporté de nombreuses batailles sur des terres étrangères, mais le combat pour récupérer sa fille, pour réclamer la justice et son honneur, ne faisait que commencer. Anna s'était endormie sous l'effet des médicaments. David était assis sur la chaise dure à côté de son lit, ses yeux ne la quittant jamais. Il étudiait son visage endormi, les traits familiers ravivant des souvenirs de Sarah, sa défunte épouse. Sarah était décédée quand Anna n'avait que 3 ans, laissant derrière elle un vide immense et une lourde responsabilité sur ses épaules. Il avait rencontré Laura 2 ans plus tard. Elle était belle, énergique et semblait adorer Anna. Il s'était cru béni, pensant que Dieu avait donné à sa fille une nouvelle mère et à lui une partenaire pour l'aider à reconstruire leur foyer. Quand Evan était né, il avait cru de tout son cœur qu'il formait vraiment une famille complète. Aveuglément, il avait fait confiance au sourire de Laura, à ses douces paroles chaque fois qu'il appelait de loin. Pas une seule fois, pas un seul instant, il n'avait soupçonné qu'un monstre se cachait sous cette façade impeccable. Le bruit d'Anna qui bougeait le tira de ses pensées. Elle se réveilla, ses yeux balayant la pièce inconnue jusqu'à ce qu'il se pose sur lui. Une assurance tranquille brillait dans ses yeux clairs et innocents. Une infirmière apporta un plateau repas. Anna s'assit, mais ne fit que regarder le bol fumant de soupe au poulet avec hésitation. « Vas-y, mange », l'encouragea David. La petite fille prit la cuillère timidement, le regardant comme si elle attendait la permission. Son cœur se serra. « Anna », commença-t-il, la voix rauque. « À la maison, est-ce que Laura cuisinait pour toi ?» Anna secoua légèrement la tête. « Maman Laura disait que je n'avais pas le droit de manger avec eux. Elle disait que je rendrais Evan malade. » Chaque mot de sa fille le tailladait comme des éclats de verre. « Belle-mère. » Comme ce mot sonnait soudainement amer et étranger. « Ta maladie, » insista-t-il, essayant de garder sa voix stable. « Quand est-ce que ça a commencé ?»« Pas longtemps après que tu sois parti, papa, » murmura Anna. « Au début, ça me grattait juste un peu, mais maman Laura ne voulait pas que je voie un médecin. Elle disait que si quelqu'un l'apprenait, elle aurait trop honte pour affronter les gens, et que je ne te reverrais jamais. » David baissa la tête contre la barrière du lit, ses larges épaules de soldat tremblant. Laura avait utilisé son amour pour sa fille comme une arme pour tourmenter l'enfant. Il avait confié le trésor le plus précieux de sa vie à quelqu'un sans cœur. « Je suis désolé », sa voix se brisa, étouffée par le chagrin. « J'ai été un imbécile de lui faire confiance. Je pensais qu'elle t'aimait. J'avais tort, Anna. Je suis tellement désolé. » Il sentit une petite main chaude se poser doucement sur sa tête. Il leva les yeux. Anna le regardait, ses grands yeux, si semblables à ceux de sa mère, remplis non pas de reproches mais d'une compréhension fragile. Elle ne dit rien. Elle attrapa simplement le paquet de biscuits salés sur le plateau, lutta pour l'ouvrir et en sortit un. Sa petite main tremblait en le cassant en deux. Elle garda un morceau, avec l'autre, elle le tendit lentement à son père. Un geste simple, mais qui, dans le silence de cette chambre d'hôpital, résonnait plus fort que n'importe quel mot. C'était le partage, c'était le lien, c'était un pardon tacite. David accepta la moitié du biscuit de la main de sa fille, où pour la première fois depuis toutes ces années après la mort de Sarah, il pleura comme un enfant. Cette nuit-là, après qu'Anna se fût rendormie profondément, David s'assit seul dans la pénombre. Il ouvrit son ordinateur portable. Un nouvel email venait d'arriver du directeur de l'école primaire. Objet, réunion d'urgence sur les préoccupations de santé des élèves. Le corps du message était bref, annonçant une réunion prévue pour le lendemain matin, motivée par les inquiétudes soulevées par un groupe de parents. Laura. Elle ne voulait pas seulement qu'Anna soit hors de la maison, elle voulait que la fillette soit effacée de la communauté, effacée de la vie de David et d'Evan. Les mains de David se crispèrent en poings serrés. Il avait déjà fait une erreur, lui confier sa fille. Il ne referait pas la même erreur. Cette fois, il se battrait non seulement pour Anna, mais pour la promesse qu'il avait faite un jour à Sarah. Vous êtes-vous déjà retrouvé à la place de David? Et si c'était le cas, feriez-vous ce qu'il a fait pour protéger votre fille? La nuit dernière fut la première depuis longtemps où David n'affrontait pas un ennemi sur le champ de bataille, mais les démons de l'échec et du regret dans son propre esprit. L'hôpital militaire était devenu un refuge.
Anna et lui avaient une chambre privée, des murs blancs stériles, des draps propres, et pour la première fois, la petite fille dormit paisiblement, sans sursauter ni se gratter jusqu'au sang. David, cependant, ne dormit pas. Tout au long de la nuit, son téléphone vibra sans cesse. Le nom Laura clignotait sur l'écran. Parfois, c'était un appel, parfois de longs messages, moitié suppliants, moitié accusateurs. Il ne les lisait pas. Il appuyait simplement sur « Refuser » à chaque fois, suivant le conseil de son avocat. La voie de la conversation était fermée. Devant lui ne se trouvait que le chemin de la justice. À 9 heures précises du matin, 2 assistantes sociales des services de protection de l'enfance, CPS, arrivèrent avec un officier de police. David, vêtu proprement de vêtements civils, les accueillit avec un calme respectueux. Sur la table, il avait déjà disposé les dossiers médicaux, les photographies et même le petit carnet d'Anna, arrangé avec la précision d'un soldat se préparant pour une inspection. Il présenta les faits clairement, sans ajouter ni soustraire d'émotion. Le docteur Hélène fournit la terminologie médicale, prouvant la gravité de la négligence. Les travailleuses du CPS écoutèrent attentivement, prenant des notes soignées. L'atmosphère se tourna progressivement vers la vérité. Soudain, des pas pressés résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit en grinçant et Laura apparut avec sa mère. Non plus furieuse, Laura avait l'air débraillée dans une robe froissée, son visage strié de larmes. Sa voix tremblait, dégoulinant de drame. « S'il vous plaît, laissez-moi voir ma petite fille. Je veux juste la serrer dans mes bras un instant. Il l'a emmenée? Je suis sa mère. » Les larmes coulaient, mais les yeux des assistantes sociales restaient froids. Elles avaient entendu trop de supplications comme celle-ci. Derrière elle, Madame Selena tentait de soutenir le bras de sa fille, ses propres yeux lourds de honte. David serra les poings, sa poitrine se soulevant. Il se leva d'un bond, sur le point de crier, mais se força à se rasseoir, son visage rouge de fureur, une rage prête à exploser à la moindre étincelle. L'air dans la pièce était tendu comme une corde sur le point de se rompre. Si David perdait le contrôle maintenant, tout ce pourquoi il avait travaillé pourrait s'effondrer. À ce moment, la porte s'ouvrit de nouveau. L'avocat Parker entra, grand et large d'épaules, ses cheveux parsemés de gris. Il ne jeta même pas un regard à Laura. Au lieu de cela, il adressa un signe de tête poli à l'officier et entra directement. Son arrivée fut comme une encre jetée, maintenant David stable juste à temps. « Désolé, je suis en retard », dit calmement Parker, posant sa mallette en cuir sur la table. Il regarda les assistantes sociales et fit un léger signe de tête. « J'ai déjà parlé avec Madame Martha, la voisine. Elle a remis une vidéo montrant l'enfant jeté dehors. Nous l'ajouterons immédiatement au dossier. » Les assistantes sociales échangèrent des regards. La femme la plus âgée prit la parole, « Nous en avons assez vu. La sécurité actuelle de l'enfant est clairement assurée par le père. Notre rapport notera le comportement non coopératif et perturbateur de la mère. » L'officier, doux mais ferme, escorta Laura et Madame Selena à l'extérieur. Les faux sanglots s'estompèrent, puis disparurent complètement. David s'effondra sur une chaise, expirant bruyamment, des perles de sueur sur ses tempes. Il savait que si Parker n'était pas arrivé à temps, il n'aurait peut-être pas pu contenir sa colère. Mais le calme ne dura qu'un instant. Le téléphone de Parker vibra. Il répondit, écouta quelques secondes, puis raccrocha, son expression s'assombrissant. « Mauvaise nouvelle, David. Laura vient de déposer une requête d'urgence auprès du tribunal, t'accusant de violence due à un traumatisme psychologique. Il demande une ordonnance restrictive t'empêchant d'approcher Anna ou Evan. » David se figea, sa poitrine se serrant. Elle a traité Anna comme un animal, et maintenant elle veut la récupérer? Pourquoi faire? Parker soupira, tapotant légèrement son portefeuille. La pension alimentaire, l'image d'une pauvre mère célibataire en difficulté, et surtout, son ego. Elle ne supporte pas de perdre. David se tourna vers la chambre d'hôpital. Anna dormait encore, paisiblement. Sa gorge se noua. Une fois de plus, la loi pourrait rendre sa petite fille à la personne même qui l'avait maltraitée. Il serra les poings, cette fois non pas dans un murmure, mais dans un vœu qui résonna dans le silence de la chambre d'hôpital, « Je ne laisserai personne me l'enlever à nouveau. » À peine un jour après avoir affronté les services de protection de l'enfance, David se retrouva sur un autre champ de bataille, un lieu qui aurait dû être un sanctuaire pour les enfants, l'école primaire. Anna était sortie de l'hôpital le matin même. Dans la main de David se trouvait le rapport médical officiel, clair et indiscutable, un bouclier de vérité. Pourtant, dès qu'il fit passer sa fille par les portes de l'école,
il sentit des aiguilles invisibles lui piquer la peau. Quelques parents regroupés près de la cour d'école se détournèrent rapidement, leur chuchotement se dissolvant dans l'air froid. David sut alors que la peur et les préjugés semés par Laura s'étaient propagés plus vite que n'importe quel virus. La petite salle de conférence de l'école était lourde de l'odeur de bois ciré et de tension. Assise au centre se trouvait la directrice, une femme à l'extérieur sévère dont les yeux évitaient sans cesse le regard de David. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. À ses côtés, comme un second, était assise Carmen, une amie proche de Laura, les bras étroitement croisés. Elle fixait David et Anna avec un air de supériorité, comme s'ils étaient eux-mêmes la contagion. Deux autres parents étaient assis à proximité, leurs visages marqués par une agitation nerveuse qui ne faisait qu'alimenter le malaise dans la pièce. Anna se serra timidement contre son père, sa petite main agrippant le PN de sa chemise, s'accrochant au seul sentiment de sécurité qu'elle connaissait. La directrice se racla la gorge et feuilleta une pile de papier d'une manière superficielle. « Sergent David, nous sommes vraiment désolés pour la situation d'Anna. Cependant, l'école a reçu une pétition. » Carmen ne lui laissa pas le temps de finir. « Ce n'est pas une pétition, madame la directrice, » coupa-t-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse solennité. « C'est une demande officielle. En tant que parents responsables, nous exigeons que l'école isole immédiatement Anna afin de protéger la santé de tous les élèves. Nous ne pouvons pas permettre que nos enfants soient exposés au risque d'une terrible maladie contagieuse. » Elle insista délibérément sur les mots « terrible maladie contagieuse », une tactique alarmiste que David reconnut instantanément. Il savait exactement quelle main se cachait derrière tout ça. L'enfant soit effacé de la communauté, marqué au fer rouge comme une paria, pour que son histoire sur le père instable qui a ramené une maladie à la maison paraisse d'autant plus crédible. David ne se mit pas en colère. Il s'y attendait. Il savait que discuter était inutile, une telle cruauté ne pouvait être changée avec des mots. La seule façon de se battre était avec la vérité. Silencieusement, il posa un dossier de documents sur le bureau et le fit glisser doucement vers la directrice. « Madame la directrice, voici les dossiers médicaux officiels de l'hôpital militaire, » dit-il, sa voix calme et stable, chaque mot délibéré. À l'intérieur se trouve la conclusion du spécialiste, tamponnée et scellée, indiquant clairement que l'état de ma fille est la gale, causée par une mauvaise hygiène, et non une épidémie dangereuse. Elle a déjà été traitée, tant qu'elle suit le régime prescrit, elle se rétablira complètement. Il n'y a aucun risque pour la communauté. La directrice prit le dossier, mais ses yeux se tournèrent vers Carmen, comme si elle pesait la vérité sur le papier contre la pression des parents. Son hésitation révélait l'indifférence d'un système qui ne cherchait qu'à éviter les ennuis. Carmen laissa échapper un rire moqueur, un sourire que David savait lui être destiné. La paperasse peut dire n'importe quoi. J'ai entendu dire que les hôpitaux militaires accordent toujours un traitement de faveur à la famille. Puis, se penchant en avant, sa voix pleine de sous-entendus. Et d'ailleurs, nous avons aussi entendu parler de l'état mental de certains soldats après leur service. Comment pouvons-nous être sûrs que vous n'avez pas fait pression sur le médecin? C'était une attaque brutale. Non seulement elle rejetait les preuves médicales, mais elle visait directement l'honneur et l'intégrité de David, faisant écho à l'argument même que Laura utilisait contre lui au tribunal. Laura avait peur, elle craignait que la vérité sur ce papier n'expose toute sa mascarade. David serra le poing sous la table, ses jointures blanchissant. « Vos paroles sont une insulte, non seulement pour moi, mais pour chaque soldat encore en service. » L'air dans la pièce sembla se figer. La directrice, réalisant que les choses dérapaient, se hâta d'intervenir. « Très bien, ça suffit, » dit-elle sur un ton conciliant. « Nous avons besoin d'une solution qui convienne à tout le monde. L'école comprend les préoccupations des parents, mais nous ne pouvons pas priver une élève de son droit à l'éducation sans juste cause. » Elle fit une pause, réfléchit, puis proposa une décision qui mettait à nul la lâcheté du système. « Voici une suggestion. Pour garantir une sécurité absolue, pendant les 2 prochaines semaines, Anna étudiera temporairement en ligne depuis la maison. Après cela, nous réévaluerons la situation. Est-ce acceptable? » Ce n'était pas une victoire. C'était un compromis humiliant, un compromis qui qualifiait Anna de menace et légitimait les préjugés des autres. David était prêt à protester, mais quand il baissa les yeux sur sa fille et vit ses petites épaules trembler, il sut que prolonger ce combat ne ferait que la blesser davantage. Il se leva et reprit le dossier. « Je comprends, » dit-il, sa voix froide comme la glace. Il ne regarda pas la directrice, mais fixa ses yeux sur Carmen. 2 semaines. Sur ce,
Il prit Anna par la main et la conduisit hors du bureau. Alors qu'ils entraient dans le couloir, Anna jeta un coup d'œil vers la cour de récréation. Quelques camarades de classe sautaient à la corde. Une fille, autrefois la meilleure amie d'Anna, la repéra, laissa tomber la corde et s'enfuit comme si elle venait de voir un fantôme. Anna baissa la tête, sa petite main se resserrant dans celle de son père. David laissa échapper un souffle lourd, chargé. Il avait réussi à empêcher l'école d'expulser sa fille, mais il ne pouvait pas empêcher son cœur de se briser. Il avait remporté une petite bataille de procédure, mais Laura en avait gagné une bien plus grande sur l'esprit de l'enfant. La guerre pour guérir l'âme de sa fille venait de devenir 2 fois plus difficile. La bataille faisait maintenant rage sur 2 fronts entièrement différents. D'un côté, un plan impitoyable se déroulait dans un salon somptueux. De l'autre, une fragile graine de guérison prenait racine sur le sol d'un humble refuge. Dans le salon de Madame Selena, l'air était épais, chargé de l'odeur de parfum cher et d'une panique dissimulée. Même la douceur du tapis persan ne pouvait étouffer les pas frénétiques de Laura. Elle faisait les 100 pas comme un animal en cage, le vin dans son verre se balançant dangereusement. Son plan parfait, celui qu'elle avait nourri pendant des mois, s'était effondré en ruine en un seul après-midi. Tout est de sa faute, siffla Laura, sa voix brisant le silence. Il a tout gâché. Il était censé rester là-bas, dans ce trou désertique, pendant encore 3 mois. Tout était presque terminé. Madame Selena, assise sur le canapé, tordait nerveusement un foulard de soie entre ses mains. « Calme-toi, ma chérie », la pressa-t-elle, bien que sa propre voix trahît son malaise. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» L'avocat de Laura, un homme froid et calculateur nommé Grave, prit la parole, sa voix tranchant le chaos comme un scalpel. « L'ancien plan est ruiné. Se plaindre ne résoudra rien. Maintenant, nous devons contre-attaquer avec une autre histoire. » Il exposa la nouvelle stratégie en mots brefs et sans émotion. « Nous ne pouvons pas combattre sa vérité avec la nôtre, car nous n'en avons pas. Nous nous battrons avec une meilleure histoire. Et notre histoire est la suivante. Une pauvre mère luttant pour protéger sa famille d'un mari, un soldat revenu du champ de bataille hanté par des démons. » Ses yeux se fixèrent sur Laura, vifs et glacial. « Premièrement, nous en faisons le méchant. Henri témoignera de son comportement instable. Deuxièmement, nous utiliserons les médias. J'ai des contacts. Nous insisterons lourdement sur le terme SSPT, transformerons le héros de guerre en menace publique. Et le plus important, vous. À partir de maintenant, vous êtes une mère éplorée dont les enfants ont été volés. Le public est facilement ému par les larmes d'une mère. Vous devez les faire croire. » Laura cessa de faire les 100 pas. Elle se tint au milieu de la pièce et prit une longue inspiration. La panique dans ses yeux se durcit en une résolution impitoyable. Elle posa son verre de vin sur la table. « Je comprends, » dit-elle, sa voix de nouveau calme, d'un calme glacial. « Je ferai croire au monde entier que c'est un monstre. » Au même moment, dans le petit refuge temporaire, l'atmosphère était complètement différente. Une légère odeur de pommade flottait dans l'air. David aidait Anna à enfiler un t-shirt propre après son bain. Lorsque sa main effleura doucement son épaule pour descendre le t-shirt, Anna tressaillit, reculant, ses épaules se raidissant comme par instinct. C'était le plus petit des mouvements, mais il transperça le cœur de David comme une aiguille. À cet instant, l'image du visage de Laura le jour de son retour lui revint vivement à l'esprit, ce beau visage durci par le dégoût en regardant cette même enfant. Il réalisa que les blessures d'Anna n'étaient pas seulement sur sa peau, elles s'étaient creusées profondément à l'intérieur, laissant une cicatrice invisible de peur. Elle s'était habituée à être considérée comme sale, répugnante, habituée à des contacts synonymes de douleur ou de rejet. David savait qu'aucune pommade ne pourrait guérir cette blessure. Au lieu de la renvoyer directement dans sa chambre, il dit doucement « Anna, et si toi et moi sortions un petit moment ?» Il la conduisit dans un magasin de jouets et la laissa choisir la plus grande boîte de crayons de couleur qu'elle put trouver. Maintenant, ils étaient assis ensemble sur le sol, entourés de feuilles de papier blanches. Il n'y avait aucune pression, aucune rafale de questions. Il commença simplement à raconter des histoires. Il lui parla des étoiles du désert, si brillantes qu'on pouvait lire un livre sous leur lumière. Il lui parla des camarades au grand cœur qui avaient partagé leur dernier morceau de chocolat avec lui. Il lui dit à quel point le son de sa voix, de son rire, lui avait manqué. Il parlait lentement, sa voix profonde et chaleureuse créant un espace sûr, un refuge fait de mots. « Il y a beaucoup de sable là-bas, papa ?» demanda Anna, sa main coloriant toujours une petite serre. « Énormément », sourit David. « Tellement que parfois,
je rêve que je nage dedans. » Ils continuèrent à parler comme ça, de petites choses sans grande importance. Lentement, le mur invisible autour d'Anna commença à tomber. « Papa » murmura-t-elle, sans lever la tête, les yeux fixés sur son dessin. « Est-ce que c'est parce que je suis méchante que maman Laura ne m'aime pas ?» Cette question, si innocente et pourtant si douloureuse, le coupa comme un couteau. Il posa son crayon et la tourna doucement pour lui faire face. « Anna, regarde-moi, » dit-il, sa voix sérieuse mais remplie d'amour. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es une gentille fille, une très gentille fille. Tu es plus courageuse et plus forte que quiconque que j'ai jamais connu. Quand les gens te traitent mal, c'est de leur faute, pas de la tienne. Tu me comprends ?» Anna hocha la tête, mais ses yeux étaient remplis de larmes. « Mais les enfants à l'école ne jouent plus avec moi non plus. Ils disent que je suis malade. » David la prit dans ses bras, la serrant fort, sentant son petit corps trembler. « Je sais, et j'en suis tellement désolé. Parfois, les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ça ne leur donne pas raison. Ils ont tort, Anna, complètement tort. » Il fit une pause, puis reprit, cette fois avec une promesse solennelle, « Je ne peux pas te promettre que tout sera facile. Il y aura des jours difficiles, très difficiles. Mais je peux te promettre une chose, je serai toujours là. Je ne te quitterai plus jamais. Quoi qu'il arrive, nous traverserons ça ensemble, tous les deux. » Ces mots furent comme une clé, déverrouillant la porte des émotions qu'Anna avait gardées scellées si longtemps. Elle enfouit son visage dans sa poitrine. Enfin, les larmes vinrent, non pas des pleurs doux et silencieux, mais un torrent, le genre de larmes retenues pendant des semaines, des mois. Des larmes de blessure, de solitude, et finalement, de libération. David la tenait simplement, silencieusement, la laissant pleurer jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, comme si la tempête en elle s'était déversée comme la pluie, lavant tout. Cette nuit-là, après qu'Anna se fut endormie, David s'assit seul, regardant le dessin que sa fille venait de faire. Le dessin montrait deux silhouettes, une grande et une petite, se tenant la main en marchant sur une route. Il savait que la route à venir serait longue et pleine d'épreuves, mais pour la première fois depuis de nombreux jours, il ne se sentait plus seul. Il avait une petite camarade de combat juste à côté de lui. La nuit était tombée, mais David ne pouvait pas dormir. Il était assis en silence dans le salon du refuge, la faible lueur d'un lampadaire filtrant par la fenêtre et s'étirant en longs faisceaux sur le sol froid. Sur la table se trouvaient les feuilles de papier blanc d'Anna, couvertes de dessins, à côté d'une épaisse pile de documents que l'avocat Parker venait d'envoyer, une demande de garde et une ordonnance restrictive. Les mots secs et impersonnels sur les pages semblaient crier, exigeant une décision qui changerait sa vie à jamais. Poursuivre sa propre famille en justice. C'était une idée à la fois étrangère et terrifiante pour David. Dans son monde, le monde des soldats, l'honneur et la vie privée étaient sacrés. Les conflits, aussi grands soient-ils, étaient généralement résolus en silence, à huis clos. Exposer les blessures de sa famille devant des étrangers, laisser des avocats les disséquer et le public porter un jugement, c'était la dernière chose qu'il voulait faire. C'était comme admettre une défaite amère. Il repensa au jour de son mariage avec Laura, à la promesse qu'il avait faite de la protéger, elle et son fils. Signer ces papiers lui semblait équivalent à mettre le feu au dernier pont qui le reliait encore à ce passé, un passé en lequel il avait autrefois cru de tout son cœur. Il se leva, ses pas à peine audibles sur le sol, et ouvrit doucement la porte de la chambre d'Anna. La fillette dormait profondément, mais de temps en temps, elle tressaillait, un réflexe né de longues nuits de peur dans cette cabane froide et nue. David resta là longtemps, à regarder sa fille. Il vit les légères cicatrices sur ses bras, vestiges de ses mois de négligence. Il se souvint du regard terrifié dans ses yeux lorsque ses camarades de classe l'avaient évité à l'école. Il pouvait presque entendre le gargouillement de son estomac vide. Et puis, cela le frappa. Son hésitation, son souci de l'honneur, de devoir affronter un combat sale, tout cela devenait insignifiant face à la sécurité et au bonheur de cet enfant. Le silence n'était pas une protection, le silence était une complicité avec le mal. Il retourna dans le salon, le tumulte en lui dissipé, remplacé par une résolution froide et stable. Il prit le stylo. La main du soldat, celle qui s'était habituée à saisir un fusil, apposa maintenant une signature ferme sur la pétition. Ce n'était pas seulement une signature, c'était une déclaration de guerre, une promesse. Il prit une photo du document et l'envoya à Parker avec un court message, « Procédez ». Les 3 jours suivants se déroulèrent sous une tension si épaisse qu'elle semblait presque tangible. Ce furent 3 jours de préparation pour une bataille sans coup de feu. Le premier jour, David se consacra entièrement à rassembler et organiser ses armes.
Lui et Parker passèrent des heures dans le bureau de l'avocat. David raconta chaque détail, du moment de son retour à chaque mot, chaque action de Laura. Parker prenait des notes, posant des questions pointues qui aidaient David à transformer ses émotions douloureuses en arguments juridiques solides. David appela également Madame Martha, la voisine. Sa voix au téléphone était ferme. « Ne vous inquiétez pas, sergent. Je dirai la vérité. » Non seulement elle accepta de témoigner, mais elle envoya aussi à Parker une courte vidéo qu'elle avait enregistrée. C'était une preuve inestimable. Ce soir-là, David et Anna cuisinèrent ensemble. Il lui apprit à casser des œufs, à mélanger la pâte. Il voulait construire de nouveaux souvenirs, des souvenirs chaleureux pour couvrir les vieilles cicatrices. Quand ils s'assirent enfin pour manger leur simple spaghetti, Anna sourit et dit « C'est bien meilleur qu'à l'ancienne maison ». Une remarque anodine, mais qui frappa David à la fois de joie et de tristesse. Le deuxième jour fut celui des attaques de l'autre camp. Un tabloïd local publia un titre à sensation, le dépeignant comme un fantôme de violence. Quelques heures plus tard, la directrice appela pour l'informer de la décision qu'Anna suivrait temporairement les cours en ligne. Laura tirait toutes les ficelles possibles pour le salir et isoler sa fille. David sentit une vague de fureur en lisant les mensonges étalés dans le journal. Il voulait fracasser le téléphone, crier la vérité au monde entier. Mais ensuite, il vit Anna dans un coin, en train de colorier. Elle avait dessiné une clôture vive et colorée autour d'une image de deux, comme si elle utilisait ses crayons pour construire un cercle protecteur. David prit une longue inspiration. Il ne pouvait pas laisser la colère obscurcir son jugement. Il avait besoin d'avoir la tête froide. Il appela le sergent Miller, un camarade de confiance, lui demandant de témoigner de son caractère au service. Miller accepta instantanément, sans hésitation. « Ils pensent qu'ils peuvent s'en prendre à l'un des nôtres ? Laisse-moi faire. » Le troisième jour, le tout dernier avant le procès, David le consacra à Anna. Il ne parla pas du procès, il ne mentionna pas Laura. Il emmena sa fille au parc. Ils jouèrent sur les balançoires, partagèrent une glace. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, il la vit rire, vraiment rire, d'un sourire radieux et sans souci alors que le vent soulevait ses cheveux. C'était le sourire qu'il avait presque oublié. Quand ils rentrèrent, Parker attendait déjà. Il s'assit avec David, non pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'homme plus âgé. « Demain sera très difficile, David, dit-il. Ils vont t'attaquer. Ils essaieront de te provoquer. Ne tombe pas dans le piège. Souviens-toi pour qui tu te bats. » Il désigna la chambre d'Anna. Cette nuit-là, après que sa fille se fût endormie profondément, David ne s'allongea plus sur le sol. Il entra dans sa chambre, s'assit sur la chaise à côté de son lit. Il n'avait plus besoin de monter la garde à l'extérieur. Sa force, sa raison de se battre, était ici même. Il regarda son visage paisible et il sut qu'il était prêt. La bataille de demain ne consistait pas seulement à obtenir la garde de sa petite fille, il s'agissait de lui rendre ce sourire qu'il avait vu au parc aujourd'hui. Le tribunal des affaires familiales n'était pas grand, mais l'air à l'intérieur était lourd et étouffant. David était assis droit sur le banc de bois dur, vêtu d'une simple chemise, sa posture toujours impeccablement droite. À côté de lui, l'avocat Parker organisait calmement les dossiers. De l'autre côté de l'allée, Laura portait une modeste robe à fleurs, essayant délibérément de projeter l'image d'une femme douce et pitoyable. L'audience commença. L'avocat de Laura frappa le premier, insistant lourdement sur le sujet du SSPT militaire. Henry, le frère de Laura, témoigna et raconta une histoire fabriquée sur David entrant dans une rage non provoquée. Quand ce fut son tour, Parker riposta avec une précision chirurgicale. « Votre honneur, la partie plaignante a brossé un tableau basé sur des rumeurs et des conjectures. Maintenant, avec la permission de la Cour, nous aimerions présenter la vérité. » Il appela le premier témoin, Madame Martha. La voisine âgée s'avança à la barre, sa voix claire et ferme. Elle raconta exactement ce qu'elle avait vu et entendu. « J'ai vu l'enfant être jeté dehors. J'ai entendu les paroles cruelles et je l'ai enregistré. » La courte vidéo fut diffusée. Ces images silencieuses pesaient plus lourd que n'importe quel témoignage parlé. Le deuxième témoin était le sergent Miller. Il portait son uniforme impeccablement repassé. « J'ai servi avec le sergent David lors de 2 déploiements. C'est un soldat discipliné, un homme courageux, par-dessus tout, un homme d'intégrité. L'accusation de violence à son encontre est une insulte. » Finalement, Parker appela le témoin le plus important, Anna. La petite fille, vêtue d'une nouvelle robe que son père avait achetée, paraissait petite et perdue.
Parker s'agenouilla pour être à sa hauteur. Anna, peux-tu dire au juge ce que tu veux plus que tout au monde? Anna prit une profonde inspiration, ses petites mains serrées. Maman Laura, ce n'est pas une mauvaise personne, commença la fillette, ses mots portant une innocence déchirante. Elle ne voulait juste pas de moi dans la maison. Elle avait peur que je salisse la maison et que je donne ma maladie au petit Evan. Le juge se pencha en avant. Et où étais-tu, Anna? Des larmes commencèrent à couler sur les joues de l'enfant. Je restais dehors, dans l'étable. Il faisait noir et ça sentait mauvais. La nuit, il y avait plein de bruit et ça me faisait peur. Les mots de l'enfant retentirent comme un coup de marteau dans le silence du tribunal. Et qu'est-ce que tu veux? Demanda doucement Parker. Anna leva son visage strié de larmes, ses yeux se fixant sur le juge. Je ne veux plus rester dans l'étable. Je veux juste être avec mon papa. N'importe où, ça va, tant que je peux être avec lui. Il n'y avait plus rien à dire. Le témoignage d'Anna, avec la peur brute d'une enfant mise à nu, brisa chaque mensonge. Le juge frappa de son marteau, demandant une délibération. Lorsque la cour se réunit à nouveau, la décision fut rapide. David obtint la garde exclusive d'Anna. Laura fut dépossédée de ses droits parentaux et condamnée à suivre des cours de parentalité. Justice avait été rendue. David enlaça Anna, la serrant dans ses bras alors qu'elle pleurait les larmes d'une enfant enfin libérée. Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle d'audience, les lourdes portes s'ouvrirent. David et Anna entrèrent dans le couloir et là se tenait Laura. Elle était seule. Henry garda la tête baissée en se faufilant dehors, évitant les regards de tout le monde avant de disparaître discrètement. Laura n'avait plus l'air pitoyable ou venimeuse. Il ne restait que le vide, la défaite. Elle fixa son regard sur David, sans jamais regarder Anna. « Tu as eu ce que tu voulais, dit-elle, la voix rauque. David regarda droit dans les yeux de la femme qu'il avait autrefois aimée. « Je n'ai jamais voulu ça, Laura, dit-il, sa voix ne portant aucun triomphe, seulement de la tristesse. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que ma fille soit en sécurité. Je t'ai fait confiance, et tu n'as pas seulement brisé cette confiance, tu as presque détruit une enfant. » Il se pencha, prit Anna dans ses bras. « Au revoir, Laura. » Puis il se tourna et emporta sa fille vers la lumière au bout du couloir, laissant Laura seule dans l'ombre du tribunal silencieux. Il ne se retourna pas. Avez-vous déjà été témoin d'un enfant forcé de dire sa vérité la plus douloureuse au tribunal? Le cœur humain peut-il le supporter? 3 mois s'écoulèrent comme un doux rêve. L'hiver amer avait laissé place au premier jour chaud du printemps. David avait trouvé une petite maison de location confortable dans un autre quartier, un endroit complètement nouveau pour tout recommencer. Une clôture en bois blanc encadrait un petit jardin au milieu duquel se dressait un pommier qui commençait à peine à bourgeonner. David sourit, se souvenant de la semaine précédente où il avait emmené Anna voir le docteur Hélène pour son dernier contrôle. Le médecin avait tapoté la tête de la fillette, sa peau douce maintenant débarrassée des anciennes cicatrices, et avait déclaré « Elle est complètement guérie, sergent. Physiquement, elle va bien. Maintenant, tout ce dont elle a besoin, c'est une nourriture pour son âme. » Et l'âme d'Anna était nourrie chaque jour. Sous le pommier, David avait construit une balançoire de ses propres mains. Maintenant, elle était assise dessus, ses petites jambes se balançant en rythme, son rire éclatant résonnant dans le petit jardin. La cicatrice la plus profonde, celle de son âme, se refermait lentement grâce à l'amour et à la patience. Elle avait commencé à se faire des amis parmi les enfants du quartier, et un sourire radieux ne quittait presque jamais son visage. David, en t-shirt usé et en jean délavé, était penché en train de peindre la clôture. Il avait été transféré dans la réserve pour pouvoir être à la maison avec sa fille chaque soir. Il n'était plus un soldat en guerre, juste un père ordinaire. Le facteur venait de passer, son vieux camion bleu pétaradant dans l'allée avant de s'estomper au loin. Sur le porche, il avait laissé un petit paquet emballé dans du papier brun et noué avec de la ficelle fine. Le soleil de l'après-midi s'attardait encore, projetant les longues ombres du pommier sur la clôture blanche que David avait repeinte quelques semaines plus tôt. L'air sentait légèrement l'herbe et la sueur de ses travaux matinaux. David sortit, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il avait réparé une charnière lâche sur la porte de la grange, mais le paquet attira instantanément son attention. Quelque chose dans sa petite taille, son apparence presque délicate, éveillait en lui une étrange anticipation. Il se pencha, le ramassa et sentit sa légèreté. À l'intérieur de la maison, il le posa soigneusement sur la table de la cuisine. Un instant, il le regarda, comme si le simple fait de dénouer la ficelle pouvait libérer des souvenirs qu'il n'était pas sûr d'être prêt à affronter.
Reprenant son souffle, il glissa un doigt sous le nœud et tira. Le papier s'écarta pour révéler une feuille pliée et un morceau de papier à dessin rigide. Il le déplia et se figea. C'était un dessin au crayon, clairement l'œuvre d'un enfant. 2 silhouettes, des enfants, jouant au ballon sous un arbre qui était sans conteste un pommier. Les lignes étaient inégales, les couleurs appuyées, mais il y avait de l'innocence dedans, et une douleur silencieuse qui parlait plus fort que les mots. À l'intérieur se trouvait une courte lettre. L'écriture était tremblante, chaque lettre s'appuyant incertainement sur la suivante. C'était la main d'une personne âgée, quelqu'un accablé non seulement par les années, mais par le regret. David s'assit avant de commencer à lire. « David, je sais qu'aucune excuse ne sera jamais suffisante. J'ai été aveugle et j'ai échoué en tant que grand-mère. Evan a tellement changé depuis le procès. Il parle moins maintenant et s'assoit souvent seul à dessiner. Il m'a demandé d'envoyer ce dessin à Anna. Tout ce que je peux espérer, c'est qu'un jour, les enfants pardonneront notre lâcheté. Selena. » Les yeux de David s'attardèrent longtemps sur la signature finale. Il ne bougea pas. Il n'y avait en lui aucun triomphe, aucune colère persistante. Ce qui monta à la place fut une tristesse profonde et douce, une tristesse pour une famille qui s'était détruite elle-même, par le silence, par l'égoïsme, par des choix qui ne pourraient jamais être défaits. Il plia la lettre lentement, avec précaution, comme si elle pouvait se briser. Il la mit de côté. Il montrerait le dessin à Anna, oui, mais seulement quand elle serait prête. À ce moment-là, il entendit le grondement familier d'un moteur. Il regarda par la fenêtre et vit un pick-up poussiéreux s'arrêter dans l'allée. Une silhouette aux larges épaules en sortit, le sergent Miller, son ancien camarade, portant un panier lourd de pommes rouges bien mûres. « Regarde-toi » dit Miller avec un grand sourire, faisant un signe de la main avant de monter les marches. « Tu ressembles de plus en plus à un chef de famille chaque fois que je te vois. » David ouvrit la porte et le salua d'une poignée de main ferme qui se transforma en une tape fraternelle dans le dos. « Je suppose que je ferais mieux de m'y habituer, » dit David avec un léger sourire, sa voix légère mais portant un poids que les 2 hommes comprenaient. Les yeux de Miller se tournèrent vers le jardin où Anna courait après un ballon, son rire résonnant dans l'air comme une mélodie qui guérissait des blessures qu'aucun médecin ne pouvait toucher. Elle riait, vraiment riait, d'une manière qu'elle n'avait pas fait depuis si longtemps. « Cette petite fille a l'air merveilleuse » dit doucement Miller. Puis il se retourna vers David, son regard stable, rempli de respect. « C'est ça, le vrai champ de bataille, mon ami. Et tu as remporté un noble combat. » David ne répondit pas immédiatement. Les mots semblaient inutiles. Il hocha seulement la tête, la gratitude épaisse dans sa gorge. Les 2 hommes s'assirent ensemble sur le porche, côte à côte. Miller posa le panier, sortit 2 bières fraîches de son camion et lui en tendit une. Ils les ouvrirent, s'adossèrent à la balustrade du porche et regardèrent Anna jouer pendant un moment. Ils parlèrent du bon vieux temps, du désert, du bruit, des nuits de patrouille sans fin. Mais la conversation revenait toujours au présent, au calme, au bourdonnement des grillons qui commençaient dans les champs, au rire de l'enfant qui recousait les morceaux brisés pour en faire un tout. Le soleil descendit plus bas, peignant le ciel de teintes orangées et rosées. Ils burent, s'assirent et laissèrent le silence dire ce que les mots ne pouvaient pas. Quand la dernière lueur s'estompa et que le jardin s'assombrit, Miller se leva. « Tu as bien fait, mon frère » dit-il en serrant la main de David. « Je passerai prendre des nouvelles bientôt. » David le regarda s'éloigner, les feux arrière rouges rétrécissant au loin. Quand le calme du soir revint, David entra. Il jeta un coup d'œil à la table où le paquet et la lettre reposaient encore, puis se dirigea vers la petite boîte aux lettres en bois fixée près de la porte. Quelques enveloppes attendaient. L'une d'elles attira particulièrement son attention, son sceau estampillé de l'emblème du cabinet de l'avocat Parker. Son cœur battit une fois, fort. Il l'ouvrit rapidement mais avec précaution, comme un homme ouvre une nouvelle qu'il a à la fois crainte et attendue. À l'intérieur se trouvait la décision finale du tribunal. Ses yeux parcoururent les mots, bien que le sens s'installât en lui instantanément, garde permanente, sans condition, sans supervision, sans plus d'incertitude. Anna était à lui. Entièrement, finalement, irrévocablement sienne. Il posa délicatement la lettre sur le manteau de la cheminée, au-dessus du foyer où lui et Anna s'asseyaient souvent le soir. Une vague de paix l'envahit, non pas fugace, non pas fragile, mais profonde et complète, comme l'apaisement d'une longue tempête. Ce soir-là, après le dîner, le père et la fille étaient assis ensemble sur le porche. La nuit était fraîche, de cette fraîcheur qui porte les murmures de l'automne. Au-dessus d'eux, les premières étoiles perçaient le ciel qui s'assombrissait.
Papa, murmura Anna, sa voix petite mais stable. Tu n'auras plus à partir loin, n'est-ce pas? David se tourna vers elle. Son visage était levé, ses yeux grands ouverts reflétant la lumière des étoiles. Son cœur se serra de tendresse. Il passa son bras autour de ses épaules fines et la rapprocha. C'est exact, dit-il, sa voix chaude, stable, inébranlable. La mission la plus importante que j'aurai jamais est ici même. Je ne vais nulle part. Anna posa sa tête contre son épaule. Pendant un long moment, elle ne dit rien, respirant seulement doucement, en rythme avec lui. Puis, presque comme un soupir, elle murmura une phrase si simple et pourtant si complète, qu'elle semblait contenir le monde entier. Là où tu es, c'est ma maison. La gorge de David se noua. Il sourit à travers le flou soudain dans ses yeux et serra sa fille plus fort. Sous le vaste ciel étoilé, enveloppé dans la paix tranquille d'un nouveau départ, il sut de chaque fibre de son être qu'enfin, ils étaient vraiment rentrés à la maison. Ainsi, le voyage de David et Anna a finalement atteint un lieu de paix. Leur véritable victoire n'était pas la décision ferme du tribunal, mais le son du rire pur d'Anna sous le pommier. Ce n'était pas la punition infligée à Laura, mais le moment où David a réalisé que la plus grande mission de sa vie n'était pas sur un champ de bataille lointain, mais en peignant la clôture blanche de la maison qu'il partageait maintenant avec sa fille. Cette histoire nous montre qu'un vrai foyer n'est pas construit de briques et de mortier, ni de richesses, mais des briques de la confiance, de la protection et du courage d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Chacun de nous, dans la vie, sera confronté à des portes qui se claquent, celles de l'indifférence, des préjugés ou de la cruauté. L'histoire de David nous apprend que le véritable amour, c'est lorsque nous sommes prêts à utiliser nos propres mains pour retenir cette porte, pour protéger ce que nous chérissons le plus. L'histoire de Martha nous rappelle que la conscience d'une communauté naît du courage des individus qui osent élever la voix. Et la tragédie de Laura est une leçon amère. Lorsque nous claquons une porte sur les autres, nous nous emprisonnons aussi nous-mêmes dans les ténèbres de l'égoïsme. J'espère que cette histoire, d'une manière ou d'une autre, a touché votre cœur. Ce n'est pas seulement une histoire de maltraitance, mais un hymne à la guérison et à la force de l'amour d'un père. Merci d'être resté avec moi jusqu'au dernier chapitre. Et à vous, chers compagnons de cette chaîne, je n'ai qu'une seule question sincère. Vous sentez-vous en paix dans votre propre foyer? S'il vous plaît, prenez-en bien soin.